Ça va? Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Luca Marchesini et je travaille chez Cuzzel Oh là là, on va tous dormir. Ça me fait vraiment bien intimiste, hein. Euh, Attends. Et si on faisait un truc en mode je vais vous faire peur. Je m'appelle Luca Marchesini. Non, pas ça. Chez Cuzzel, on développe un back-end. Euh, c'est un peu comme Firebase, mais ça fait beaucoup moins de choses. Par contre, il s'installe si vous voulez l'installer, parce que si vous le voulez chez vous. C'est super, c'est un back-end open source, fait à Montpellier. Donc il est vraiment fait made in France, quoi, et c'est super bien. C'est vraiment le goût du terroir d'ici. Des petites notes, un peu de schiste, un peu fruits rouges. Puis c'est bien, quoi. C'est une boîte qui a été spin-offée de Calliope. Donc à la base, on était le Labs de Calliope et maintenant on est une boîte à part entière qui dépend toujours de Calliope Group. À la base, on se concentre sur notre produit, notre Cuzzel, notre backend. Mais donc il est fait en Node.js avec aussi Elasticsearch et Redis derrière. Le tout est dockerisé. Mais donc on a aussi des clients, malheureusement, et on doit leur faire des applications. On a déjà fait aussi des applications en React Native, notamment après, avant j'ai aussi travaillé avec Andreas sur Cleo, après je suis revenu sur Cuzzel avec tout mon bagage d'expérience React Native. Et puis un client nous a demandé une app native. On a décidé de la faire en Flutter et on a connu le bonheur. Le bonheur, quoi. Qu'est-ce que Flutter? Flutter est un framework créé par Google qui permet de faire des applications natives cross-platform, donc autant Android que iOS. Et il est écrit et basé sur ce monsieur-là, Dart. Dart est un langage de programmation. Est-ce que quelqu'un ici connaît Dart? Dart est un langage de programmation, donc fait aussi par Google. Google est une chouette boîte basée aux États-Unis qui fait pas mal de choses, notamment des téléphones, des OS, des navigateurs, et puis aussi des langages de programmation, dans l'idée un jour de remplacer JS. Bon, ils n'ont pas remplacé JS, malgré tout, Chrome, aujourd'hui, depuis 5 ans déjà, interprète Dart. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous commencez à taper du Dart dans Chrome, eh bien ça marche. Et ça, c'est vachement bien parce que Dart est vachement bien. Dart est un langage hyper bien. Surtout pour moi qui ai fait du PHP et du JavaScript dans ma vie. Je n'ai pas fait d'autres trucs. J'ai pas fait. Oui, à la fac, j'ai fait du Java, mais pas en travaillant. Donc en fait, moi, des trucs typés, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Vous pouvez me plaindre. Et Dart est un langage orienté objet, très, très orienté objet, fortement typé si on veut, mais si on ne veut pas, on peut ne pas typer, parce qu'il y a un système d'inférence de type. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça te permet vraiment de poser toi le curseur où tu veux, est-ce que tu veux typer ou pas. Après, un peu comme TypeScript, sauf que ce n'est pas un superset de JavaScript, c'est vraiment un langage à part entière. Et donc n'hérite pas des opérateurs nonsense de JavaScript, mais c'est assez bien pensé. Donc voilà, je vous ai déjà un peu fait mon premier disclaimer. Je viens du web, vraiment autant back que front, mais du web tout de même. Donc je suis assez habitué aux technologies pétées. Et peut-être pas vous, vous faites du natif, de l'Android, mais moi, voilà, mon quotidien, c'est de travailler avec des outils pétés. Donc en fait, au moment où j'ai travaillé avec Flutter et Dart, j'ai connu le bonheur. Et en fait, dans tous les cas, voilà pourquoi la question, a posteriori, je me dis, mais pourquoi en fait on faisait du web, on avait React Native, on avait tout, on était chez nous en fait avec JavaScript. Pourquoi on a décidé de se lancer à faire du Flutter? Est-ce que c'était une contrainte forte du client? Non.
C'est peut-être qu'on est très data-driven et on suit beaucoup Dart et Flutter depuis un long moment. Non, pas du tout. Est-ce que on a fait un outil en interne programmé en Dart et on connaît super bien Dart, donc on a eu la confiance de se lancer? Non, pas du tout. En fait, la vraie motivation pour laquelle on a fait un projet en Flutter, c'est que Kevin, notre collègue, avait fait un side project avec. Et donc, on s'est lancé à faire un gros projet en Flutter sans vraiment avoir étudié Flutter. Donc, voilà. Vous vous dites, dans votre tête, vous dites, ils sont cons. Eh ben oui, un peu. Parce que chez Quezel, on est un petit peu cons. Mais surtout, la vraie réalité, c'est qu'on est très curieux. Et on a un petit peu cette vocation chez Quezel à vouloir un petit peu jouer au labs. Et du coup, on a un peu la vocation de découvrir des nouvelles technos. Et des fois, on connaît le bonheur. Et des fois, on se casse les dents dessus. Donc voilà, moi je me suis lancé sur ce projet en ayant étudié Flutter pendant 2 jours, même pas. Et puis je me disais, mais de toute façon Kevin il connaît, il est super fort. Et on s'est lancé dans ce projet qui en soi-même devait à la base être un petit projet. Alors j'aimerais bien reprendre la slide d'Andreas parce qu'Andreas il a dit avec des mots super beaux, polis, professionnels. Il a décrit un peu la situation dans laquelle on était, sauf que nous, on disait putain, on n'a pas les specs, putain, le client, il ne sait pas ce qu'il veut, putain, le projet, il est à faire pour hier. Donc voilà, c'était comment tu as dit? Donc des deadlines très serrés, des spécifications incrémentales, voilà, des choses comme ça, tu vois. En gros, c'est le client, il ne sait même pas ce qu'il veut. Lui, il dit je veux une app, je veux des graphes, et puis il dit voilà, c'est tout. Vous pouvez rire, c'est bon, c'est une nana, c'est le bonheur. Alors, Dart, pourquoi Dart c'est le bonheur? Comme je vous ai déjà dit, ben, c'est juste bien. Tu codes, t'es content. Là, il a une super bonne toolchain, c'est pour ça aussi que tu es content. C'est qu'il y a une clé, elle s'installe toute seule, un peu comme Android Studio. Vous me direz, ben oui, ok, mais ici, voilà, il y a aussi effectivement une extension VS Code Android Studio qui marche du feu de Dieu. Il y a un inspecteur, un peu comme le Chrome DevTools, mais qui te permet d'inspecter ton app mobile, même dans le téléphone. Waouh, vous me dites, le mec, ok, il ne connaît pas. Non, je ne connais pas. Et puis, il y a un package manager, voilà, comme NPM, comme plein de trucs qui ont des package managers. Ben, Dart a le sien. Mais nous, on ne l'a pas trop utilisé, le package manager, parce qu'en fait, Flutter arrive déjà chez toi, dans ta maison, dans ton ordinateur, avec déjà une librairie d'interface déjà super bien faite. Ce dont Andreas a parlé aussi, tu l'as appelé toi librairie, qu'est-ce que ça dit ouais, c'est un lib system. Ouais, en fait, tout ce que tu veux faire en UI, ben, ça y est déjà, c'est déjà implémenté. Et en plus, c'est hyper bien documenté. La documentation est super bien écrite. Le nommage est juste, élégant, beau. Il y a des tutoriels made in Google avec les mecs sympas, un peu hipster, un peu geek. Ils parlent entre eux, ils ont des mugs et voilà, des petites musiques qui accrochent, trop bien quoi. Et moi, j'aurais aimé passer plus de temps à étudier, mais bon, j'avais un jour et demi. Et moi, ce qui m'a plu, mais ça, je l'ai connu après. Ça, c'était vraiment un bonheur absolu au moment où on avait développé, c'est déjà un mois qu'on développait comme des fous en Android, parce qu'au bureau, on a tous des Android, bon, sauf moi qui ai acheté un iPhone, mais au bureau, on a tous des Android, on a fait de l'Android, et puis un jour, il y en a un qui se réveille, il dit « Ah putain, en fait, il faut qu'on fasse de l'iOS aussi. Ah mince, il faudrait que quelqu'un essaye de compiler un iOS. » Moi, j'avais super peur, parce que quand on avait essayé ça avec React Native, tout était pété. Peut-être maintenant, ça a changé, mais moi, je me rappelle qu'on avait essayé de faire ça avec Android, avec React Native, et c'était la mort. On avait dû passer énormément de temps à fixe. Ben là, le gars qui devait, soi-disant, tester sur iOS, on n'a pas entendu parler de lui, puis un jour, on est allé le voir, alors ça marche. Ah oui, c'est bon, ouais, ça marche sur iPhone. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème, c'est pareil. Genre normal, pour lui, c'était normal, pour moi, je m'arrachais les cheveux. Je vous fais une petite démo. Allez, vite fait, mais vraiment vite fait. Et pourquoi vous rigolez? Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a une app que j'ai scaffoldée comme ça, avec Flutter. J'ai dit, vas-y, génère-moi une app, ça va marcher. Et là, on a un iPhone fictice, parce que ben, c'est un iPhone 11 Pro Max et ça coûte beaucoup trop cher. Donc, ça, c'est la gueule en fait que ça a Dart. Pour ceux qui ont fait du Java ou du JavaScript, c'est pas super différent en fait. Pour moi, ce qui m'a beaucoup changé du monde d'où je venais, c'est qu'en fait, pour une fois, j'avais un langage pour tout faire. J'avais pas JS pour la logique, HTML pour le layout, CSS ou CSS in JS pour le stylage. Non, j'avais juste Dart en fait. Et voilà, tout est fait comme ça. Ça marche pareil que React. En fait, c'est des composants. Là, on les appelle widgets. En React, on les appelle composants. En Vue, on les appelle composants. En Angular, on les appelle, je ne sais pas, je ne fais pas d'Angular. Mais c'est juste des trucs qui s'imbriquent ensemble les uns dans les autres. Et après, ça compose une interface utilisateur. Donc, c'est des classes, hein, c'est de l'OOP. Et en fait, toute classe qui s'affiche doit implémenter une méthode qui s'appelle build. Et la méthode qui s'appelle build doit renvoyer un objet widget, qui donc s'affiche. La particularité de la méthode build, c'est que en fait, tu la déclares, mais tu ne l'appelles jamais. Parce que c'est toujours Flutter qui l'appelle. Et Flutter fait un peu comme React. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé un petit peu à React. React a été précurseur, a été très pionnier dans ce qu'on appelle en web le virtual DOM. C'est-à-dire que lui, en fait, tu lui dis, vas-y, build, affiche tout, et comme un gros dégueulasse. Et lui, en fait, il se débrouille pour aller afficher que les choses qui ont changé. Et ça, c'est super bien. Et bien, Flutter fait un peu la même chose. Il y a une notion un peu d'affichage réel et d'affichage virtuel. Lui, en fait, il fait la diff et il va savoir très très bien ce qu'il faut mettre à jour dans le thread du i. Et c'est pour ça, en fait, qu'une fois que tu as codé ton build, tu ne t'en soucies plus. Tu sais qu'il va l'appeler quand il veut, comme il veut, et ça va marcher. Et en général, ça marche plutôt bien. Alors, c'est important aussi donc, que ton build soit idempotent et pur. Si tu fais un appel API dans ton build, tu vas avoir des problèmes. Qui c'est qui a fait un appel API dans le build? Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il y a une notion d'état. Donc ça, c'est stateful widget. Pourquoi stateful widget? Parce que comme dans React, en fait, il y a une notion de state. Alors le state, c'est quoi? C'est pas juste les membres de ta classe, c'est pas juste les attributs de ta classe. C'est tout ce qui est contenu dans ta classe qui doit être data bindé vers lui. Data binding, ça vous parle? Vous êtes familier? Est-ce que ça va? Vous voulez que je l'explique vite fait? Data binding, en fait, c'est si le lien que tu entretiens entre ton état et ton interface. Et en fait, toutes les libs aujourd'hui qu'on utilise, sur lesquelles on s'excite pour faire de l'UI, en fait, c'est toujours des libs qui vont regarder dans quel état, qui vont faire un mapping en fait, entre un état et une UI. React, Vue, Angular, Ember, Flutter, c'est des librairies de data binding en fait. Et en fait, le data binding en Flutter se fait exactement comme dans React, à tel point que la fonction s'appelle pareil, setState. C'est-à-dire quand tu veux mapper ton state avec ton interface, eh ben, tu appelles setState. Et qu'est-ce que ça fait setState une fois que tu as changé? Moi, tu vois, j'ai dit counter plus là. Ben, j'incrémente mon counter, après je fais setState. Qu'est-ce que ça fait setState? Ben, ça appelle build. Comme ça, en fait, ça change l'état et après, ça rebuild tout derrière comme un gros dégueulasse, mais il le fera bien parce qu'en fait, il sait bien se débrouiller avec. Est-ce que vous avez des questions avec ça? Bon. Est-ce que vous voulez voir un peu plus? Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu plus du langage ou vous voulez qu'on revienne aux slides? Ça vous intéresse ou pas? Ouais?
Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que comme vous faites du natif, ces choses-là, ça va pas vous exciter des masses en fait. Si j'en parle à des gens qui font du geste, ils vont dire ouais, tu peux mettre des types et puis t'es autocomplété. Ben oui, oui, c'est un vrai langage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, Ah oui. Alors oui, oui. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, les questions, vous allez me les poser en direct, par la fin. Ok? Donc, vous pouvez lever la main, je ne vous l'ai pas dit au début. Là où Flutter est pas bien par rapport à React, à mon avis, c'est que ben, c'est vrai qu'on n'a qu'un seul langage, ça moi j'ai aimé, mais par contre, quand tu as un code d'interface qui est comme ça, et il y a plein de widgets dans tous les sens, ben, tu regrettes un petit peu l'HTML, le JSX, un petit peu les langages de markup. C'est vrai que c'est assez chaud à lire et il faut vraiment, vraiment bien organiser ton code pour pouvoir avoir un coup d'œil en fait sur ton code. Oui, bon, après il y avait... Non, en fait, tu organises... En fait, les grosses vues, c'est des widgets, mais en gros, tu sais partout. Tu as quand même, dans un fichier, tu ne mets pas plusieurs widgets. La convention, c'est d'en mettre un seul. Là, c'est un exemple, tu vois. Après, pourquoi pas, tu pourrais le faire, en fait, notamment pour les trucs qui ne sont pas réutilisés partout. Mais en gros, non. C'est assez bien de séparer bien les fichiers, parce que de toute façon, les fichiers deviennent assez gros assez rapidement. Parce qu'en fait, tu mets vraiment ta logique. Il n'y a pas une notion comme dans le web où quelque part tu mets tes services, ta logique, tu la sors des composants. En fait, ça, on en parlera plus tard, mais c'est l'un des points qui nous a mis un peu en difficulté. Tu voulais pas poser une question, toi aussi? Ouais. Moi, c'était simplement pour savoir si on pouvait montrer l'architecture. En fait, C'est vraiment que ça. Il y a pas plus d'archi que ça. il n'y a pas de. Ben, alors là, ce que tu vois ici, c'est MyApp, en fait, retourne un widget qui s'appelle Material App, qui en gros est toujours le route, en fait. Et après, dedans, tu mets dans Home, après, là, tu peux définir aussi les routes et tout, mais en gros, tu ne fais qu'empiler, qu'embriquer des widgets les uns dans les autres. Pour la base de données, pour. Après, pour la base de données, voilà, nous, on s'est fait un fichier qui est un gros singleton qui expose l'API, qui expose en gros, on s'est fait un SDK en fait. Mais voilà, sinon, après, nous, on a l'habitude de travailler avec les SDK Cuzzle. Donc, en gros, tout ça, c'est déjà encapsulé dans le SDK, quoi. Là, on l'a fait parce qu'on n'avait pas les SDK de... Enfin, il y a un Indien qui a fait les SDK Flutter pour Cuzzle, mais on n'a pas trop osé le prendre parce qu'on se dit, ah ouais, non, là, enfin, je sais pas, peut-être il est pété. Mais je sais pas. Parce que déjà, nous, on était hyper à l'arrache, en fait. Oui, non, du coup, en fait, c'est vraiment que ça, quoi. C'est vraiment de l'imbrication dans l'imbrication, l'imbrication. Et en fait, c'est pas très lisible parce que des fois, ça fait des pyramides comme ça. Ouais. Rajouter un petit truc sur ce que ça, c'est une appli très simple, donc là, mais oui, généralement, après, tu vas. Moi, Du ma coup, question, c'est là, on voit qu'on a un IDE avec des commentaires qui sont rajoutés automatiquement. ouais, exactement. Ouais. T'as bien vu. Expérience sur des pull requests. Non, les pull requests, c'est la merde. Ah, non, vraiment, en fait, t'as très très bien dit. Là, en fait, ils ont dit, ah ouais, regarde, en fait, dans l'extension, on pourrait faire en sorte que au moins, comme on n'a pas de tag de clôture, en fait, on rajoute un petit commentaire que tu ne peux pas y toucher. Mais en fait, quand tu es dans une PR et tu les as pas, en fait, la PR, tu la reviews en exécutant l'appli dans ta branche, tu vas pas. Ouais. Pourquoi l'extension ne pourrait pas les rajouter pour de bon les commentaires? Ça apparaîtrait dans la PR. Je sais pas. Il faudrait, si tu veux, je te passe le numéro de téléphone de Google, comme ça tu leur demandes. D'autres questions? On revient au slide? Allez, revenons au slide. Donc en fait, pour moi, c'était le bonheur, vraiment, le pur bonheur, le bonheur total. Voilà. Vraiment,
C'est un peu comme tu sais, le mec qui vient te voir, ma nouvelle copine, c'est le bonheur, et puis 3 mois après, aïe, on s'engueule. Ah, j'ai bu 3 verres, je suis trop content, et puis en fin de soirée. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Nous, c'est un peu pareil. Au début, c'était le bonheur, et puis on a commencé à avoir mal à la tête, vraiment. Typiquement, dans le problème typique de toutes les apps front-end, orientées composants, c'est comment tu vas partager l'état entre composants. Alors, je fais un petit aparté ici. Il y a un truc qui est super bien dans le web, c'est que les gens, ils se fightent. Les gens, ils s'en veulent, quoi. Les gens dans le web, il y a un truc super, c'est qu'ils s'identifient avec l'outil qu'ils ont adopté. Ah, moi je fais du React, bâtard, toi tu fais du Vue, ah, t'es un naze. Et en fait, on passe notre temps à se fighter, tu vois, en mode, moi, mon truc, il est mieux que le tien, parce que... Et en fait, ça paraît un peu stupide dit comme ça, mais n'empêche que ça aide un peu à trancher les avis, quoi. Tu vois, il y a eu un moment dans... React est arrivé avec Flux et avec Redux. Et les gens se sont fightés sur Redux, Mobix, Vuex pendant longtemps, puis GraphQL. Les gens, ils discutent énormément et ils se fightent. Et en fait, finalement, tu arrives à des conclusions avec ça. Une fois que tu as épluché entre les 14 000 articles Medium sur est-ce que c'est mieux Redux ou les pains au chocolat, eh ben, après, tu as un avis, quoi. Et en fait, tu dis, bon, ben voilà, il faut utiliser Redux pour ça et pour ça. Ici, on est dans le monde de Google. Et en fait, chez Google, c'est les Teletubbies. Tout le monde est content. Ils sont tous super bien payés. Et en fait, ils sont hyper consensuels. Tous. Et en fait, tu n'auras pas quelqu'un qui va te dire, non, non, mais en fait, là, mec, ce que tu fais, c'est pas bien. Arrête tout de suite parce que là, ce truc, on en a parlé il y a 2 ans, on essayait, puis non. En fait, ils vont tous te dire, ah ouais, non, ça c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et tu n'auras pas quelqu'un vraiment qui arrive avec sa malveillance et va te dire, non, non, ça, il faut arrêter. OK? Il faut arrêter jQuery, les mecs. Ben là, tu n'auras pas ça, quoi. Ou pas. Bon, voilà. Donc, partager les temps entre widgets, c'est un problème que dans le web, on a résolu depuis longtemps. Depuis, il y a Redux. Tu te dis, ah, prends Redux. Tu fous tout dans un truc global, hein? Ça paraît dégueu au début, mais en fait, les gens de Facebook, ils arrivent, ils mettent les pieds dans le plat, ils disent non, c'est bien, un truc global, en fait, s'il est là, il sert à quelque chose, et les gens l'utilisent. Et là, non. Partager les temps entre widgets. Première solution, ben, on passe des paramètres au constructeur de chaque widget. Et la donnée qui est là, on la passe à tous les widgets, on la propage partout. OK, comme ça, on y accède, hein. C'est des arguments qu'on passe au constructeur. C'est pareil que les props de React et de Vue, etc. C'est vraiment la même. Et c'est extrêmement chiant. Parce que surtout, on ne veut pas de cet état partout. On n'en veut pas. On ne le veut que dans ces deux-là. Et puis les autres, ils ne le veulent pas, quoi. Donc comment on fait pour faire en sorte que ces deux-là, ils accèdent de manière claire et élégante à l'état qui est tout là-haut? Alors moi, c'est ce que je disais, Kevin, on n'a qu'à faire un singleton. Et Kevin, il me disait, mais non, c'est dégueulasse, il ne faut pas faire un singleton, et puis c'est pas préconisé par Google. Il faut penser, après il avait raison, parce qu'en fait, quand tu mets de l'état quelque part comme ça, tu veux qu'il soit un minimum observable, justement toujours pour le même problème de data binding. Si l'état il change, comment tu mets à jour tes widgets qui doivent l'afficher? Non? Si l'état il change. Il ne faut pas laisser tout seul dans un coin, il faut que les autres ils se mettent à jour. Donc tu vas forcément faire un observable qui va mettre des listeners, et les listeners, quand tu as fini, qui c'est qui les nettoie? Ah mais non, mais ouais, on n'a qu'à mettre une bonne pratique. Ouais, bonne pratique. C'est ça. Là, tu vas me dire que tous les singletons que tu vas faire, tu vas toujours te rappeler de les dispose à la fin, puis qui définit qu'est-ce qu'est la fin, comment tu fais pour savoir quand il faut les dispose, quoi. Alors, là j'adorais la philosophie de Flutter. Parce qu'en fait, Flutter, donc, il s'occupe de build, mais il s'occupe aussi de nettoyer les trucs derrière. Et en fait,
c'est pour ça qu'on a tendance à tout mettre dans l'arborescence de lui, en fait, même la logique. Parce qu'en fait, on fait tellement confiance à Flutter en tant que nettoyage que, voilà, on dit, ben moi, ma donnée, même si elle est observable, même si elle expose des flux, des trucs qu'il faut nettoyer après, je la mets là, dans l'arborescence de build, et après, je fais en sorte que... donc je déclare une méthode dispose pour que Flutter l'appelle au moment où il nettoie. Comme ça, je suis content, et dans la méthode dispose, je nettoie mes flux. Par contre, comment je fais pour la rendre accessible aux autres? Eh bien, dans Flutter, il y a cette notion de inherited widget. Et ça, c'est un autre truc qui, moi, m'a fait mal à la tête. Parce qu'au début, inherited widget, héritage, c'est l'héritage, quoi. Une méthode, enfin une classe qui hérite d'une autre. Eh bien là, pas du tout. C'est pas du tout l'héritage dans ce sens-là. C'est de l'héritage au sens arborescence. C'est-à-dire qu'il peut être accessible depuis les enfants, en fait, les widgets qui sont en dessous. Et donc, en fait, dans mon widget, My Wonderful Widget, qui étant inherited widget, je mets donc une donnée super importante, lol, que je veux faire accéder aux autres. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la même chose hériter que étendre. Donc ici, on va bien séparer le vocabulaire. Et en fait, moi j'ai ce bonhomme-là qui doit donc accéder à lui. Comment je fais? Alors, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est que la méthode de build prend toujours un build context. Et ça, c'est toujours Flutter qui le maintient et qui le passe à toutes les fonctions de build qu'il appelle. Et dans le build context, il y a tout. Il y a toute l'info sur l'arborescence montante. D'accord? C'est là où il y a toutes les infos sur tous les ancêtres, les parents du widget courant. Et en fait, on a un opérateur qui est super chouette, qui est .off, qui est un opérateur statique des widgets inherited, qui en fait me permet, attention, de récupérer la première instance de ce type présente dans le contexte. C'est fou, non? Enfin, moi, je n'y avais pas pensé. En fait, comme je n'ai pas l'habitude des types, mais là, en gros, on utilise le typage, comme tout est bien typé, on utilise le typage pour se repérer dans l'arborescence. Et en fait, une fois, là je ne l'ai pas assigné à une variable, mais si je veux, lui, il me retourne l'instance, et à partir de là, je peux accéder à l'état. Ça se fait ça en Android? Waouh, des masses. Non, ça se fait pas. Ça vous semble dégoûtant, ça, ou... Parce que moi, j'ai trouvé ça super, en fait. Je comprends pas, là, tu fais quoi? Eh bien, je récupère l'instance de My Wonderful Widget. Non, je ne l'ai pas assigné, non. Je pourrais mieux faire mon code. Ouais. Si le widget, là, il est utilisé dans un contexte où il est enfant de My Wonderful Widget, ouais. C'est bien. Un widget, on suppose qu'il est créé, il est censé être utilisable dans l'application. Il y a un endroit dans l'application où il est utilisé, il n'est pas enfant de My Wonderful. Il se casse la figure, lamentablement. C'est pas un problème de liaison un peu? Tout à fait, oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement le même genre de couplage que tu as avec un singleton. Mais au moins, le My Wonderful Widget, il ne se balade pas dans la nature et il est maintenu par Flutter. Et il est nettoyé par Flutter s'il le faut. Mais en fait, après, là, on rentre dans un autre problème. En fait, au moment où tu partages l'état, où c'est que tu veux mettre ton curseur? Est-ce que tu veux te concentrer plus sur le problème de couplage? Effectivement, si, bien sûr, ton widget, là, il doit être réutilisable partout, il ne faut pas du tout faire ça. Si tu as besoin d'une donnée comme ça, la donnée, il faut l'y passer au constructeur. Sinon, parce que si tu vas le distribuer, c'est plutôt normal que ton widget il dise au monde de quoi j'ai besoin pour exister. Donc là, tu le mets dans le constructeur. Là, dans ce cas-là, on parle plutôt de widget très métier, très imbriqué, très
très spécifique à ton app, où en fait, tu as des raccourcis, mais quand tu as Redux, tu as un peu le même problème. Enfin, peut-être toi, tu ne fais pas trop de React et Redux, mais en gros, ou Vuex, ou Vue, c'est un peu pareil. Quand tu as un truc, un état qui est global ou qui est partagé, ben, tu dois après choisir si tu vas plus vers le couplage ou si tu vas plus vers la vitesse, disons, la souplesse de programmation. Oui. Ouais, c'est exactement le même mécanisme. En fait, un truc que j'ai bien aimé dans Flutter, c'est qu'ils ne se sont pas pris la tête à réinventer les conventions. En fait, ils ont vraiment pris plein de choses, j'ai l'impression, de React, parce qu'il y a plein de gens qui font du React et c'est vachement bien. Et en fait, il y a vraiment des choses qui sont un peu comme ça, quoi. D'autres questions sur ça? Donc, moi, je trouve ça beau gosse. Et donc, comment tu fais quand l'état change? Ben, en fait, là, l'état, il ne change pas. Parce qu'en fait, les inherited widgets, ils peuvent avoir que des membres finaux. Donc, il y a un gars qui a inventé un truc qui s'appelle State Model, qui en fait est une sorte de inherited widget encapsulé dans un autre inherited widget. Et quand, je n'ai pas bien vu le code, mais en gros, c'est l'idée, quand l'état change, en fait, l'inherited widget, il est tout détruit et reconstruit. Ce qui fait en fait que tous ces enfants sont reconstruits. Et en fait, moi, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne me pose aucun problème parce que en fait, tu fais ça en React, tu fais ça en tous les frameworks modernes dans le web et ça marche. Et je trouve que ça marche hyper bien en Flutter aussi. Mais les gens de Google ont dit ah, c'est peut-être pas très, très bien implémenté, c'est peut-être pas très, très bien optimisé, il ne faut pas trop l'utiliser. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai éteint. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est là où on est rentré vraiment dans le vif du sujet. On a fait le truc qui, à un moment donné, était préconisé dans une conf qu'on a vue, c'était le bloc. Alors le bloc, il faut vraiment s'accrocher. N'hésitez pas à poser des questions parce que c'est hyper bizarre. En gros, le bloc, il l'appelle Business Logic Component. C'est en fait un bout de code en fait, qui implémente une logique de mutation d'état, comme la logique métier qui est dans toute app. Sauf que eux, ils se sont dit, bah non, nous, on ne veut pas que ça ait des méthodes, on ne veut pas que ça ait des méthodes et des fonctions en fait, qui sont appelées et qui ont des returns. Faut pas ça, c'est pas bon. Et surtout, il ne faut pas que bloc fasse à aucun moment de cette state. On ne veut pas ça, on veut sortir de là. Ils ont flingué leur propre logique. Donc les inputs et les entrées et les sorties, au lieu d'être des appels à fonctions avec des arguments et des return statements, ici c'est des sync et des streams. Et les sync et les streams, en fait, est-ce que quelqu'un a familiarité avec la programmation réactive? Ouais, toi Andreas, je sais, ouais. Bon voilà, c'est comme imaginez, au lieu d'avoir une variable qui a une valeur, eh bien là tu as un ruban en fait. Donc c'est comme une représentation dans le temps de toutes les valeurs que cette variable peut avoir. D'accord? Donc ça, au lieu d'avoir une variable donc, qui s'appelle A, on aurait un stream qui s'appelle A. Et au lieu de lire sa valeur une fois, on va l'écouter. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur, eh ben, notre observeur est appelé et notifié avec la nouvelle valeur. Et en fait, le sync est l'homologue du stream, mais en entrée. Au lieu de lire les valeurs, on les envoie. Au lieu de dire A égale à 10, on dit A.add 10. Parce qu'on lui, à ce moment-là, il a cette valeur. Donc en fait, c'est un observable. En fait. Okay, c'est une implémentation de observable server. Ce qui est balèze dans les streams et les syncs, c'est qu'après, il y a toute une lib qui s'appelle RX, qui a été faite par Microsoft et distribuée et écrite dans tous les langages. Et c'est absolument fabuleux. Tous les opérateurs que tu as pour combiner les streams, les syncs ensemble, tu peux faire vraiment de tout. Et en fait, du coup, ta manière d'implémenter la logique métier change fondamentalement. Tu ne travailles plus avec des variables, tu travailles avec des opérateurs de stream
qui vont donc modifier, qui vont représenter en fait ta manière dont ton stream et ton sync vont changer dans le temps. Donc block, en gros, il faut le faire comme ça. Je dis il faut parce que, attention, block n'est pas une lib. Block est une convention préconisée en 2017-18 par Google. Je dis ça parce qu'en fait, après, ils sont revenus dessus. Mais ils reviennent dessus toujours en disant hey, c'est trop bien, hein. Mais quand même, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Nous, on est parti sur le fait que ça, c'était ce qu'il fallait faire, parce que tout le reste, c'était pas bien. Donc, en fait, tu mets ton bloc quelque part. Lui, s'il veut changer l'état, il écrit dans le sync. Lui, s'il veut écouter l'état, il écoute le stream. Si l'état change, le stream, il le notifie et le tour est joué. Attention, hein. Là, je l'ai mis dans un singleton, hein. Donc voilà pourquoi ils étaient aussi enthousiastes chez Google quand ils ont fait ça. C'est qu'en fait, il se trouve que Flutter est hyper bien intégré avec RX. D'autant plus qu'il fournit des primitives de construction d'interface basées sur des streams. Donc, on parle ici de Stream Builder. Alors, Stream Builder, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un widget auquel on passe un stream. Ah non! Ah oui, d'accord, oui. Et donc, comme on lui passe un stream, il va redessiner tous ses enfants à chaque fois que quelque chose apparaît dans le stream. Et comment il le redessine? Ah non, désolé, je vous ai cassé la surprise. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est grâce à ce builder-là. OK. Eh bien, le builder, en fait, c'est une fonction de build. Sauf que, attention, c'est déjà dans une fonction de build. Donc, waouh, qu'est-ce qui se passe là? En gros, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de bypasser la logique de build de Flutter pour que notre widget se mette à jour au moment où il y a une nouvelle valeur dans le stream. Il le fait hyper bien. Attention, hein, ça marche. Mais moi, après coup, je me suis dit, mais en fait, on est en train de bypasser tout ce que Flutter met déjà en place, le set state et tout, pour quoi? Je sais pas. En tout cas, voilà. Et là attention, je l'ai toujours mis dans un singleton, hein. Ça, c'est typique singleton. Enfin, en fait, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, puisque de toute façon, ce n'est pas une lib. Mais attention, il y a aussi une lib qui implémente ça, mais d'une manière un peu différente. Avec des streams ou sans. Et tout le monde va te dire que c'est super. Voilà, le callback, voilà, j'ai fait du freestyle par rapport à mes slides. Hein. La callback dessine les enfants. Hein. Et effectivement, voilà, là, dans ce snapshot-là, il y a ce qui est passé par le stream. On l'appelle le snapshot. En gros, c'est ce qu'il y a dans le stream au moment où le builder est appelé. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu, qu'on me pose des questions? Oui? Non, pas du tout. On peut pas créer une instance du coup. Non, on ne peut pas toucher au contexte. Le contexte, il est read-only. Ouais, Andrés? Ouais, mais en gros, si tu veux faire l'équivalent de component state, pour voir si la valeur est différente, si du string. Non. Non, pas du tout. Non, là, c'est encore... Là, c'est deux fois la même valeur, là, t'as absolument... Oui. Tu n'as absolument pas la main comme un React sur le should component update. Ça, c'est Flutter en soi. C'est lui qui build, c'est lui qui sait. Il n'y a aucune main là-dessus. Et après, honnêtement, ça ne m'inquiète pas parce qu'on a vraiment codé, enfin l'appli, en fait, elle a grandi. Et les problèmes, on ne les a pas du tout eu sur ça. En fait, l'appli, elle a fait 60 FPS tout le long. Il n'y a jamais eu de problème sur ça pour les... Donc, c'est pas ça le problème. Le gros problème, en fait, que je suis petit à petit en train de mettre en avant,
c'est la maintenabilité, quoi. C'est qu'à un moment donné, évidemment, nous, on n'avait pas bien compris, on avait des set state, on avait des streams, on avait des trucs. Du coup, là, c'est ce qui nous faisait mettre aussi des appels d'API dans le build, parce qu'on ne savait pas où les mettre, en fait. Comme on ne faisait plus set state, on disait, ben, je ne sais pas, moi, je fais l'appel API dans le build, et puis je vais passer la valeur au stream. Mais bon. Du coup, pour conclure la boucle de tout à l'heure, comment je fais pour fermer les streams? Ben, tout simplement, au lieu d'utiliser un singleton dégueulasse, ben, je mets myBlock. Donc la logique du bloc, je la mets dans un inherited widget avec une méthode de dispose. Donc au moment où, par exemple, je change de page, ma vue elle est détruite, ben, les streams ils sont fermés. Donc nous, ça, on l'a compris à la fin, donc on a fait vraiment, on a mélangé tout et tout. Et encore une fois, voilà, on aurait sûrement dû mieux se renseigner, mais je trouve qu'il y a un gros piège là-dedans, qui est cette extrême bienveillance de l'environnement Google, où tout est beau, tout va bien, et en fait, personne ne te dit, non, mec, le bloc, en fait, on en a parlé l'année dernière, mais en fait, on revient dessus parce que c'est beaucoup trop compliqué, et en fait, on préconise d'autres méthodes. Ouais. Moi, alors, très bonne question. Première réponse, je ne sais pas. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie bonne réponse. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se renseigner, bien réfléchir. Et de mon point de vue, il faut d'abord essayer de faire les choses avec les outils natifs de Flutter. Et pas s'aventurer dans des paradigmes bizarres, des pratiques bizarres. Set state, en fait, on a viré énormément de blocs à un moment et on faisait des set state, en fait, tout simplement parce que ça marchait très bien, quoi. Parce que c'était super facile à utiliser. Tu avais une question? Ouais, je pense que c'est surtout la V1, elle est En quelque sorte, je pense que tu as raison. Je pense que s'il est adopté un peu plus massivement, les gens vont sérieusement commencer à se fighter. Et donc à avoir des vrais avis tranchés sur les choses. Non, mais il y a des best practices. Oui. Oui, exactement. Alors oui, j'ai oublié de le dire, il y a une implémentation en plus très bonne apparemment de Redux avec Flutter. Si on l'avait su, on l'aurait utilisé. Après, Flutter, c'est vraiment de l'interfaçage, et Ouais. c'est de l'interfaçage Ouais. réactif. Donc après, c'est des patterns architecturaux. Tout à fait, tout à fait. Bon, après, en gros, le 90% de la faute revient à nous, hein, on aurait dû mieux étudier, mais voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu piégeux. Question? Aujourd'hui, si tu devais refaire une application en Flutter, qu'est-ce que tu refais du Flutter et log, du state? Je ne vais pas te répondre. Andreas? Ce que je retiens, en fait, c'est que la barrière à l'entrée. En fait, la barrière à l'entrée, elle est peut-être un peu plus grosse parce que c'est active programming. Alors oui, si tu veux faire du bloc, mais tu n'es pas obligé de faire du bloc. Enfin, en fait, moi, c'est Kevin qui m'oblige à faire du bloc. Je pense que, ouais, avec le temps, je pense que ça va mûrir et même en fait, à force de faire des apps, tu vas voir ce qui est. Oui, sûrement. En main pour les gens. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai une question sur le public Android. Est-ce que ça vous choque vraiment du développement comme ça avec... Non, bah, avec. Forcément, parce que ça dépend de ton archi que tu mets en place dans ton app. Si tu pars sur des choses qui se ressemblent avec les streams, c'est pas... Vous en faites du RX en Android Normalement, ouais. hein? Ah oui, c'est intéressant. Mais du coup, on parlera avec les pizzas et tout. Ça va être super. Même, ils sont en train de remplacer le RX par Kotlin avec des coroutines. D'accord. C'est le même principe. Le bonheur. Oui. Oui, je disais que tu disais que personne ne sur le forum Flutter France, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de discussions. Et en particulier, c'est assez bien fait et ça peut bien avancer les choses, parce que ça fait une grosse partie du job, c'est très proche de. Et puis nous, on vient par exemple du Xamarin, et c'est vrai que
a vraiment manqué, c'est ce vrai découpage des écrans, de la partie de UI, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une chose où, à mon avis, Google est un peu léger encore sur la façon de présenter le projet. D'accord. Je pense que vous avez dû vivre la même chose. Mais on met où, quoi, comment, et puis comment les architectes, comment les organisent. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, moi, le fait que les choses soient un peu mélangées, ça me choque, mais pas du tout. En fait, on a tous un parcours hein, en tant que développeur, en tant qu'ingénieur, en tant que tout ce qu'on est. Moi, j'en suis à un point dans mon parcours où, en fait, ça me dérange pas du tout de mettre, par exemple, de la logique avec de l'UI et de dire, ben ouais, en fait, ben moi, j'ai un composant. La manière dont il va s'afficher va dépendre d'un comportement. Donc, en fait, ça ne me dérange pas du tout de mettre ma logique avec, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, mon collègue Kevin, il était hyper choqué par ça. Il disait, mais non, tu ne peux pas mettre, voilà ce qui définit l'état, tu ne peux pas le mettre avec ce qui définit lui. En fait, c'est vraiment des mindsets, je trouve, des mentalités. Et pour le coup, comme tu dis, il n'y a absolument rien, il n'y a aucune opinion. Non, il n'est pas opinionné, Flutter, sur ça, ni probablement Xamarin. Et sur les fights, eh ben, écoute, ben moi, je ne les ai pas vus. J'ai pas... C'est vraiment une impression que j'ai. Hein. Après, ouais. Nico? Ouais. Si tu faisais du Flutter, est-ce que dans vos boîtes, ça recrute? Parce que moi, mes collègues, j'en ai vachement marre. Ils m'ont vraiment cassé les pieds. L'autre truc qui nous a vraiment chagriné, c'était la navigation. Et ça, c'est vraiment parce que on sait pas, moi en tout cas, on ne savait pas faire de la navigation dans du natif, du mobile natif. Nous, on était habitués à la navigation en React, en Vue, où en fait c'était hyper simple, tu as des trucs imbriqués hyper faciles à faire. En tout cas, moi, la navigation de React et de Vue, je vois Andreas qui fait comme ça, mais moi, j'ai trouvé ça hyper straightforward, hyper facile quoi, à comprendre. Alors que là, en fait, non. Dans le web, en fait, on est habitué à ça. Tu changes de page, l'ancienne page, elle est pétée complètement, elle meurt clairement, et il y en a une nouvelle qui est redessinée par le navigateur. Et ça, c'est valable aussi pour les SPA, pour les Single Page Application, avec Vue, avec React. C'est vraiment le cas. Tu as des cycles de vie, en tout cas, dans ma compréhension des choses, assez clairs. Tu sais quand une page naît, tu sais quand une page meurt. Et donc, tu as l'habitude d'avoir une seule page active à la fois. Tu n'as pas beaucoup de mystère. Tu as la page qu'on voit, et c'est celle-là. Dans une app mobile, j'ai compris à mes frais que ce n'était pas le cas. Quand tu navigues, la page suivante, elle vient se mettre par-dessus. Tu fais back, elle part, mais l'autre, elle était là encore. Il n'y a personne qui l'a détruite, il n'y a personne qui lui a dit « Ah, casse-toi !» Non, parce qu'en fait, l'UX mobile par excellence est faite comme ça. Tu navigues dans des trucs, c'est bien, tu as des belles animations, puis tu reviens en arrière, tu as la page qui était là avant, elle a gardé son état. C'est pas de la bêtise, c'est super bien pensé, quoi. Mais en tout cas, nous, au début, on ne comprenait pas. On disait, mais en fait, comment on fait pour savoir quelle page est active? Comment on fait? Qui nous dit quelle page, parmi toutes les instances qui sont en vie en mémoire actuellement, quelle est celle qui est affichée à l'utilisateur? Et là, ça nous a posé problème parce que nous, on avait besoin de navigation imbriquée où en fait, tu as ça, mais en fait, on voudrait juste pouvoir substituer ça et garder ça. Tu vois? Et on n'a pas pu faire ça, on n'a pas su faire ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était des routes en fait, qui venaient se mettre par-dessus, des pages racines en fait. Et en fait, ça va vous faire rire. Vous allez penser, ils sont débiles les mecs. Mais en fait, vraiment, on voulait afficher des notifications in-app avec des snack bars. Et il nous a fallu faire des sauts périlleux pour trouver une logique qui nous assure que la snack bar... Parce que la snack bar, en fait, pour l'afficher, il faut appeler lui là. Parce que quand tu en as 15 actifs, comment tu sais lequel c'est? Ah bah, t'as qu'à faire un singleton. Mais non, là, ça ne marche pas. En fait, voilà, du coup, on aurait voulu en avoir un seul de ça. Et dire, ben, c'est lui, en fait,
on sait qui c'est, on le met dans un singleton, dans une référence unique globale, et puis tous ceux qui veulent montrer des notifications in-app, eh bien, ils vont appeler ça, et lui, il va montrer la snack bar. Donc après, vous allez m'expliquer, parce que si quelqu'un sait comment faire, moi je suis preneur. Hein? Non, je n'ai pas montré du code navigation. Mais ensuite, merci. Ensuite, j'ai appris en faisant ce talk, je suis tombé sur un article d'un mec qui savait faire ça. Mais encore une fois, ça, par exemple, malgré le fait qu'il y a des super jolis tutos, ça, il n'y a pas de tuto officiel de Google qui t'explique comment faire ça. Donc ça aussi, si tu viens du monde mobile natif, peut-être tu sais, mais moi, je ne savais pas. Alors, conclusion, et c'est là que je vais répondre à ces deux relous-là de mes collègues. Si je devais faire une app en Flutter en 2020, ben, tout d'abord, j'irais lire l'article d'Andreas. Il avait mis dans ses slides à la fin, où en fait, il fait une super bonne comparaison entre Flutter et React Native. Mais probablement, je choisirais Flutter parce que j'aime beaucoup Dart, en fait, tout simplement. Après, évidemment, si j'ai besoin de code push, je vais vers React Native. Mais pour avoir fait du JS, du TypeScript et du Dart, je préfère Dart. Et honnêtement, il y a un truc tellement... C'est vraiment le bonheur, quoi, de dire purée, j'ai besoin d'un truc, je n'ai même pas besoin de l'importer, il est déjà là. Je code comme un mec bourré, je tape des trucs au pif et ça s'auto-complète et c'est bon. Et j'ai déjà le composant là. Ça, en React, tu l'as pas, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que je ferais des set state, des blocs et tout? Ben, en fait, ce que je ferais, c'est des set state de base. Et quand j'en ai vraiment besoin, par exemple, j'ai un Cuzzle avec une souscription en temps réel et j'ai un SDK Flutter pour Cuzzle qui m'expose un stream. Ben là, j'utilise du bloc avec des streams parce qu'effectivement, c'est déjà... Disons que la réactivité, j'en ai besoin quand j'ai vraiment des données réactives, quand j'ai vraiment des données qui vont changer tout le temps et dans tous les sens, et j'ai besoin de m'abonner à ça dans tous les sens. Mais si j'ai juste besoin d'un état qui change, ben je le fais avec cette state. Pourquoi me compliquer la vie? Le truc que je ne vous ai pas raconté quand même, c'est anecdotique, mais Block a été inventé par un mec de chez Google qui avait besoin de partager du code entre Flutter et Angular Dart. Donc, il ne voulait pas faire cette state parce qu'en Angular Dart, il n'y a pas cette state. C'est juste ça. Tu vois? Et ce truc, il s'est baladé dans toutes les confs pendant un an. Pourquoi? Parce que c'était hype. Parce que les gens, ils se disaient « Waouh, les streams, c'est trop beau !» Ben oui, c'est super beau, mais si tu n'en as pas besoin, ça te fout le why dans ton appli. Donc, gaffe à ça. En fait, c'est juste ça. Si je devais faire tout ça en 2020, eh ben, je prendrais du temps pour me renseigner en fait sur les trucs. Bien. Parce qu'il y a plein de trucs super. J'irai peut-être sur le forum dont tu m'as parlé et j'irai voir les gens qui se fight. Voilà. Merci de m'avoir écouté.